De l'Amérique de Trump, ses soutiens inconditionnels, les républicains d'un côté, de l'autre, ceux qui veulent le voir quitter le pouvoir au plus vite, soit parce qu'ils le jugent illégitime, soit qu'ils considèrent qu'il a enfreint la loi fondamentale des États-Unis. Que dit justement la Constitution et sur quoi vont déboucher les débats qui s'annoncent? On va vivre ensemble les premiers instants de ce moment quasi inédit puisqu'il n'y a eu que 3 procès en destitution dans l'histoire. Et on va en parler avec à mes côtés François Durper, historien à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste des États-Unis. Bonjour François. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur France 24 pour vivre donc ces débats. Avec nous en direct de Washington, c'est notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, où en est-on en ce moment? Écoutez, le procès n'a pas débuté techniquement, l'horaire est passé effectivement, mais ce qu'il est intéressant de soulever à ce stade, ce sont les 2 interventions des chefs de file des 2 camps au Sénat qui donnent déjà le ton des échanges auxquels nous devons nous attendre. Chuck Schumer s'est exprimé, Mitch McConnell également, respectivement chef de file des sénateurs démocrates puis républicains, et déjà ils s'opposent sur un point absolument crucial, et on s'y attendait, c'est la question des comparutions. Évidemment, Chuck Schumer est impatient de voir comparaître un homme tel que John Bolton, par exemple, et évidemment que Mitch McConnell s'était déjà exprimé par le passé sur le fait qu'il trouvait ces comparutions superflues. Il avait même menacé, en opposition à une hypothétique comparution de John Bolton, qui, on le sait, inquiète considérablement la Maison-Blanche pour la raison simple que John Bolton et Donald Trump se détestent. Rappelez-vous que John Bolton a été limogé par Donald Trump en septembre dernier. Et donc, pour contrecarrer une hypothétique comparution de John Bolton, Mitch McConnell menace de faire comparaître le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui, on le sait, est au cœur de cette affaire ukrainienne. C'est lui qui était rémunéré par cette société gazière ukrainienne pendant que Joe Biden était vice-président des États-Unis. On est donc immédiatement rentré dans le vif du sujet. Les sénateurs vont devoir rapidement répondre à la question « Voulez-vous voir comparaître ?» et ils vont devoir voter pour répondre à cette question. Mais avant de voter pour répondre à cette question, ils vont devoir voter pour savoir s'il est opportun de répondre à cette question. Le procès prend donc la direction à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire un procès qui devrait théoriquement s'inscrire dans la durée avec des démocrates qui vont vouloir jouer la montre, garder la main sur le calendrier, c'est absolument essentiel pour eux, sachant que techniquement, ils ont perdu la main sur le calendrier à la minute où l'acte d'accusation a pénétré l'enceinte du Sénat. Merci Mathieu, vous restez avec nous. Donald Trump, lui, premier intéressé par ce qui se passe en ce moment à Washington, eh bien il n'y est pas à Washington justement. Il était dans les Alpes suisses ce matin, le président américain qui assistait au Forum économique mondial à Davos. Et depuis Davos, il s'est exprimé sur ce procès en destitution. Écoutez-le. Nous sommes ici pour rencontrer les dirigeants du monde, les personnes les plus importantes de la planète, et pour ramener de grosses opportunités de business aux États-Unis, et tout le monde sera là pour le voir. Le reste, c'est juste un canular, une chasse aux sorcières qui dure depuis des années, et franchement, c'est une honte. Un canular, une chasse aux sorcières, Donald Trump banalise, minimise même ce qui est en train de se passer. Pourtant, c'est quasi inédit, François Durper. Il y a eu que 2 cas précédents de procès en destitution d'un président américain. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que Donald Trump, il a son carburant, c'est l'adversité. Et pour dire quelque chose, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses sur le procès, qu'on n'a peut-être pas encore entendu, c'est qu'il y a une double stratégie. Il y a la stratégie des républicains et de Mitch McConnell qui était au cours des derniers jours de dire bon, il faut vraiment faire plaisir au président et ne pas vraiment faire en sorte de jouer profil bas, que ça passe vite et qu'on en parle le moins possible. Il avait dit d'ailleurs, les journalistes américains, vous n'aurez accès à aucune interview dans les couloirs du Congrès, il ne faut pas espérer ça. Et alors, patatras, vendredi dernier, que fait Donald Trump? Donald Trump annonce une équipe vraiment pour faire mousser son procès. Il n'y a pas mieux que de dire Kenneth Starr fait partie de mes avocats. Alors, non, rappelez rapidement qui est Kenneth Starr quand même pour ceux qui nous regardent. C'est le procureur qui a poursuivi Clinton. Oui. Et donc c'est la star, si vous voulez, c'est la célébrité juridique. Et la deuxième célébrité juridique, c'est Dershowitz. Et si je vous dis que c'est l'avocat de O.J. Simpson,
même quelqu'un qui n'est pas américain va se dire oui, il n'a pas choisi des gens qui... Donc forcément, ça va intéresser la télévision. Et donc là, il y a deux stratégies. La stratégie de Mitch McConnell qui se dit profil bas, on va essayer de faire passer la pilule, et la stratégie de Donald Trump qui, depuis le départ, c'est depuis le premier jour où il a dit je suis candidat à cette élection présidentielle, vous vous en souvenez, sent beaucoup mieux l'électorat républicain que l'establishment républicain lui-même, et a compris qu'il avait un intérêt à ce procès. D'ailleurs, de Davos, il le dit. Il a intérêt à ce que ce procès, non pas dure, il faudrait que ça soit terminé avant le 4 février, ça ferait des ordres, c'est le 4 février, c'est le discours sur l'état de l'Union. Donc l'objectif, c'est pas évidemment, c'est le suspense, il n'est pas, est-ce qu'il va y avoir acquittement, il va y avoir acquittement très rapide ou un acquittement rapide. Combien de temps ça va durer? Et combien de dégâts entre-temps seront faits à l'image de Donald Trump? Ça dépendra des témoignages. Parce qu'en fait, les démocrates, il n'y a qu'une obsession pour eux, c'est évidemment pas de dire ce procès va être gagné, c'est de se dire il faut qu'il reste une petite musique dans la tête des Américains. Le mot qui a été le plus prononcé, vous voyez, dans la presse américaine, il n'y a que ce mot, parce que c'est le mot qui est répété, vous voyez, on dit l'élément de langage des démocrates. Fair trial, le procès juste, et ils veulent qu'il reste dans la tête des Américains, le fait que, certes, il a gagné son procès, mais ce procès, il n'était pas juste, c'était un procès sans témoins. On va peut-être revenir de toute façon sur cette question des témoins. On va essayer de revenir sur le fond du procès, effectivement, dans un instant. Qu'est-ce qui est reproché? Quels sont les faits reprochés à Donald Trump? Est-ce que ça justifie la tenue d'un procès en destitution? Gérald Olivier, bonjour, vous êtes journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On évoquait à l'instant avec François Durper les motivations de Donald Trump. Quelles sont d'après vous les motivations? Quel est l'intérêt de Donald Trump? Comme le dit Mitch McConnell, arriver à un acquittement très rapide, express même, et qu'on passe à autre chose? Ou au contraire, avec cette équipe d'avocats d'où émergent les noms effectivement de Kenneth Starr, le chiffon rouge pour les démocrates, essayer de faire le maximum de buzz, comme on dit? C'est plus que du buzz. En fait, il y a deux théories, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit François, mais jusqu'à un certain point. Il y a certains républicains, Steve Bannon entre autres, qui était le grand stratégiste de la victoire en 2016, conseiller à la Maison-Blanche pendant 20 ans, certains républicains dont le président voulait un vrai procès, avec beaucoup de témoins, parce que lui, son objectif, c'est de retourner la table, de retourner le procès contre les démocrates. Ce procès en destitution du président, il veut en faire le procès de la corruption du camp démocrate, et c'est pour ça qu'il veut appeler Joe Biden et Hunter Biden. Parce qu'au départ, l'autre affaire dont personne ne parle, mais qui est très importante, c'est le fameux quiproquo entre le vice-président des États-Unis, Joe Biden, qui emmène son fils sur Air Force 2, l'avion du vice-président, qui l'amène avec lui en Ukraine, alors que ce fils n'a aucun rôle politique, et en quittant l'Ukraine, le fils part avec un contrat de 50 000 $ par mois et une place au conseil d'administration d'une société ukrainienne très importante. Ce genre de corruption que les Américains détestent, c'est ça que Donald Trump veut mettre en avant. Et donc lui, un procès lui servirait à inverser les rôles et à faire le procès des démocrates, ce qui serait très nuisible à Joe Biden, puisque malgré tout, encore aujourd'hui, c'est le numéro 1 des candidats à la présidence pour 2020. Alors pour que effectivement l'image soit complète, Mathieu Mabin, quiproquo, ça veut dire, alors c'est un faux ami comme on dit, ça veut dire effectivement quid pro quo en anglais, ça veut dire une contrepartie. En français, y a-t-il eu contrepartie? C'est tout le cœur effectivement de la démonstration que vont tenter de faire les démocrates, ou en tout cas l'équipe de procureurs qu'on va évoquer dans un instant à l'occasion de ce procès, parce que Donald Trump, lui, il comparaît pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Alors abus de pouvoir parce qu'il aurait effectivement tenté de monnayer d'une certaine manière auprès d'un tiers, en l'occurrence le président d'Ukraine, l'ouverture d'une enquête contre un concurrent gênant qu'on vient d'évoquer, Joe Biden. Vous pouvez nous en dire plus, Mathieu? Oui, évidemment, et je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être prononcé. Il y a un spectre qui plane sur l'affaire de l'impeachment depuis le départ, qui est la riposte
attendu du camp républicain à l'initiative qui a été prise par Nancy Pelosi d'engager la procédure de mise en accusation du président américain. Rappelons-nous que Nancy Pelosi ne l'a pas fait de gaieté de cœur. On devine que la pression qui a été exercée par l'aile gauche des démocrates pour qu'elle finalement elle engage cette procédure alors qu'elle s'était exprimée à plusieurs reprises contre cette idée, la pression a été extrêmement forte de la part de l'aile gauche. Ça, c'est le point de départ de l'affaire. Ensuite, effectivement, immédiatement, les républicains ont souligné le fait que le cœur de l'affaire, c'est l'engagement du clan Biden en Ukraine et l'hypothèse selon laquelle Hunter Biden aurait bénéficié de rémunération d'une société étrangère pendant que son père était vice-président des États-Unis, ce qui n'est absolument pas anodin. Pour le moment, ce sont les démocrates qui ont eu la parole puisque l'essentiel de la procédure s'est déroulé à la Chambre des représentants. Il y a bien quelques élus républicains de la Chambre des représentants qui ont tenté d'amener ce sujet, ce second sujet sur le tapis, mais sans grand succès puisqu'encore une fois, ce sont les démocrates qui avaient la main sur le calendrier. À la minute où l'acte d'accusation a pénétré les murs du Sénat, alors ce sont plutôt les républicains qui ont la parole. Et ce que redoutent bien entendu les chefs de file de la Chambre des représentants et du Sénat côté démocrate, c'est qu'il y ait une forme d'inversion des sujets et que le clan Biden se retrouve sous le feu des projecteurs. On a d'ailleurs déjà redouté ça au moment des débats démocrates télévisés des derniers mois. On s'attendait à ce qu'un candidat pose la question de manière frontale, franche et directe à Joe Biden, mais enfin, que faisait votre fils en Ukraine ? C'est une question qui est extrêmement redoutée chez les démocrates, au point que la comparution de Hunter Biden rend tout à fait fébrile Chuck Schumer, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui considère que cette comparution serait superflue. François Durper, prouver qu'il n'y a pas matière à un procès en destitution et retourner l'accusation sur Joe Biden et son fils, c'est ce que vont tenter de faire les républicains et la défense de Donald Trump. Pour cela, eh bien, il faut prouver qu'il n'y a constitutionnellement pas matière à engager cette procédure. Voilà ce que tweet le président américain lui-même. Vous allez le voir. I just got impeached for making a perfect phone call. Je suis empêché pour avoir passé un coup de fil parfait. Voilà ce qu'il affirme avec beaucoup d'assurance depuis le début d'ailleurs de cette procédure, il faut bien le dire. François Durper, est-ce que la Constitution prévoit effectivement d'engager cette procédure sur la base de ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est-à-dire finalement avoir conditionné l'aide militaire à l'ouverture d'une enquête? C'est l'accusation. D'ailleurs, la preuve elle-même jusqu'à présent a-t-elle été apportée? La défense, en tout cas, ce qui a été avancé par déjà Dershowitz, ce que l'on sait de sa défense, c'est qu'il va simplement s'appuyer sur l'idée de au crime et délit, et sur le fait de dire, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, ça ne relève pas de toute façon de la question du haut crime et délit. Et la première, alors on a déjà la première information d'aujourd'hui, c'est que ça va aller effectivement vite. Là, il y a un duel entre McConnell et Schumer, avec McConnell qui a la main. Et le premier vote, c'est pour dire que en 24 heures, on va exposer les arguments des deux camps. Ensuite, on va passer 16 heures avec un système de questions-réponses, et après débat de 4 heures, et on va arriver sur le vote des témoins. Et là, la première chose importante, c'est on va se dire, est-ce que on va trouver du côté démocrate un quatrième homme du côté républicain? Qu'est-ce que je veux dire? On va pas arriver à 67 républicains pour condamner le président. Parce que voilà, il faut une majorité des 2/3 pour le condamner. En revanche, pour choisir de faire venir de nouveaux témoins, il suffit d'une majorité simple, c'est le premier vote, oui, celui qui aura lieu. Ça veut dire que il faut une majorité simple, 51 sénateurs. Et il y a déjà 3 sénateurs qui sont des sénateurs modérés et qui ont exprimé le fait de vouloir entendre des témoins. C'est Susan Collins, Lisa Markovitz et Mitt Romney. Ces 3-là, et ils sont 3. C'est un candidat présidentiel. Ouais. Ils sont 3, ils sont pas 4. Mitt Romney que tout le monde connaît. Ça veut dire que il faut chercher un quatrième. Il faut chercher un quatrième pour les démocrates. Le problème, c'est qu'en faisant le tour un peu de tout ce qu'ils peuvent, le quatrième, ça va quand même être très compliqué de l'avoir. Alors ces 3, oui, mais ces 3, ça fait pas une majorité simple, puisqu'il y a 53 sénateurs. Oui. Ça va être trop juste. Donc ça veut dire que probablement, on va avoir un procès sans témoin. Là, c'est encore un peu tôt pour le dire. On va être fixé
assez rapidement. S'il y a procès sans témoin, ça veut dire que ça va aller très très vite. Ça sera fini avant la fin de la semaine prochaine. C'est votre pronostic. Non, c'est pas un pronostic, c'est s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de témoin, en tout cas, ça sera fini avant le 4 février et probablement avant la fin de la semaine prochaine. Gérald Olivier, de quoi ont peur les Républicains avec les témoignages possibles, puisqu'on évoque le chef de cabinet de la présidence Mick Mulvaney et l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton? En quoi ces deux personnages pourraient alourdir l'acte d'accusation, ou en tout cas donner corps à cet acte d'accusation contre Donald Trump? Voilà, là vous avez répondu à la question en la posant. C'est-à-dire que lorsqu'on invite des témoins, on ne sait pas forcément ce que ces témoins vont dire, surtout si on ne les a pas encore invités. Et ce sur quoi les démocrates comptent, c'est un lapsus, c'est une faute de langue, c'est un aveu spontané ou involontaire qui ouvre une nouvelle porte et qui permettent de pousser plus loin. Alors, dans la réalité, lorsqu'on a un procès en destitution, tel qu'il se déroule, l'impeachment voté par la Chambre, c'est l'acte d'accusation. Donc, on ne rajoute pas à l'acte d'accusation en cours de procès. Ce que dit Mitch McConnell, on ne peut pas l'alourdir, mais on peut lui donner du corps. On peut amener des pièces à conviction. On peut amener des preuves. Voilà. Maintenant, les personnages dont vous parlez ne vont pas amener les preuves. Même John Bolton, qui n'est pas parti, franchement, en bon terme, on peut dire, de la Maison-Blanche. Oui, mais Bolton Bolton, de toute façon, il pourrait invoquer ce qu'on appelle en anglais le executive privilege pour ne pas avoir à répondre à toutes les questions et pour que son témoignage se déroule à huis clos. Parce qu'il était quand même conseiller à la sécurité nationale. Il ne compte pas faire de révélations dans un livre, par exemple, apparaître. Ça viendra après, mais il les gardera pour son livre. Il faut bien qu'il se vende. Hein. Mais je rigole un tout petit peu. Non, mais ce qu'a décrit François est très vrai. C'est-à-dire que le processus va se dérouler exactement comme ça. Et donc pour vous, il n'y aura pas de témoins. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense que les Républicains vont faire corps derrière le souhait de l'équipe du président, et ce souhait, c'est d'un procès rapide, avec un acquittement. Parce qu'il y a une autre possibilité qui est à peine évoquée, c'est qu'à l'issue de la présentation de l'acte d'accusation, et à l'issue de la plaidoirie par la défense, par les avocats du président, il y a un premier vote qui se déroule également à la majorité simple pour rejeter l'accusation. En anglais, ça s'appelle dismiss, et comme certains juges peuvent le faire, on considère qu'il n'y a pas élément à procès, et on fait comme s'il ne s'était rien passé. Comme un non-lieu. Comme une relaxe. Comme une relaxe. Simplement, une question tout de même sur ce qui vient d'être dit, Gérald Olivier. Vous l'avez déjà exprimé ici même. Pour vous, il n'y a pas matière à engager des poursuites en destitution. Absolument. Aux yeux de la Constitution, pour vous, le délit grave ou le crime, voilà, ou même la haute trahison, ne sont pas constitués. Tout à fait. C'est le double argument de l'équipe de défense du président. Dans un premier temps, il colle à la version présidentielle. Le coup de téléphone était parfait. Donc il n'y a rien. Mais, à supposer qu'il n'était pas aussi parfait que cela, ce qui s'est passé durant ce coup de téléphone, qui est en fait la base de toute la procédure, ne justifie pas une procédure de destitution. Il n'y a pas corruption, il n'y a pas trahison, il n'y a pas au crime ou délit tel que on peut envisager leur définition qui n'est pas très claire dans le texte dans la Constitution même. Et ça, c'est l'argument de M. Dershowitz, puisqu'il a il a un rôle précis au sein de l'équipe présidentielle, c'est lui qui est le constitutionnaliste, donc c'est lui qui lira la signification de la Constitution. En revanche, l'idée de la réciprocité avancée par McConnell, c'est-à-dire on accepte John Bolton, mais vous nous donnez Hunter Biden, ça c'est vraiment de l'ordre de la négociation ou de l'épée de Damoclès sur les démocrates, parce que les républicains n'ont pas intérêt à affaiblir Joe Biden, paradoxalement, aujourd'hui. Ce qui est beaucoup plus intelligent pour Donald Trump, et vous voyez d'ailleurs, il charge pas trop Biden en ce moment, c'est de dire, alors qu'il le faisait il y a plusieurs mois, c'est de dire, bon, ok, très bien, tout ça passe assez rapidement, et au moment où il est acquitté, et où Joe Biden sera investi, et c'est pas encore fait parce qu'on a une élection primaire qui peut être un peu serrée, c'est de ressortir l'ancienne phrase Crooked Hillary, de remplacer Hillary par Biden, et ça sera Crooked Biden, Biden le pourri, Biden le corrompu, et il estime, Donald Trump, que ça a quand même beaucoup joué pour décrédibiliser la candidate qui s'opposait à lui en 2016, et il essaie de jouer sur la même corde 4 ans après. Mathieu Mabin, les démocrates, pour obtenir ce qu'ils veulent, à savoir faire témoigner John Bolton et Mick Mulvaney, et espèrent-ils mettre en difficulté la Maison-Blanche, n'ont-ils pas intérêt à accepter, en contrepartie, le témoignage de Hunter Biden? Pourquoi le refuserait-il?
Tout simplement parce qu'ils auraient beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Les démocrates ont déjà constaté une réalité, c'est que la cote de popularité de Donald Trump, contrairement à leurs espérances, n'a pas bougé d'un seul point depuis le début de la procédure. Et c'est d'ailleurs une surprise relative. En revanche, dans les prochains jours, alors qu'on a compris que ce sont bien les républicains qui vont avoir la parole, il y a fort à parier pour que Donald Trump, post-acquittement, capitalise sur ce que lui présentera comme une nouvelle victoire politique après les épisodes que l'on a connus au cours de l'année écoulée. On se souvient notamment du pchit relatif du rapport Mueller. En tout cas, si on reprend les termes employés par le président, il avait largement utilisé ce qu'il considérait comme une victoire politique ou en tout cas une défaite démocrate. Il faut s'attendre à ce que le président s'empare effectivement de son acquittement comme un élément de langage, un soutien à sa communication qui dénoncera le complot médiatico-démocrate, pour reprendre ces mots. Les démocrates redoutent quand même que l'affaire du clan Biden devienne l'affaire qui sera une épine dans le pied de Joe Biden, leur principal candidat pour le moment, au cours de la campagne qui s'annonce. Rappelez-vous que le point final de ce procès, en tout cas souhaité par Donald Trump, c'est le discours sur l'état de l'Union, le 4 février prochain. Le 4 février, c'est le lendemain du 3. Le 3, c'est le caucus de l'Iowa, donc on est vraiment rentré dans la campagne présidentielle. Ce qui viendra après ce procès sera évidemment inspiré de ce procès. Et la pugnacité des deux camps qu'on a pu observer sur un seul sujet, l'affaire ukrainienne, va évidemment s'étendre, enfin, j'aurais tendance à dire, à l'ensemble des sujets qui sont les piliers de la campagne. On pense évidemment à la santé, l'immigration, la sécurité, tous ces sujets qui finalement ont été tenus sous silence à cause de la procédure d'impeachment. Mathieu, vous évoquez le caucus de l'Iowa, il faut le dire, 3 sénateurs démocrates, 3 candidats démocrates qui siègent également au Sénat sont privés de campagne en fait dans cette période. La procédure, elle parasite déjà d'une certaine manière la campagne électorale. Oui, effectivement, c'est le paradoxe démocrate. Cette procédure parasite la campagne et en même temps, c'est un support de communication qui a énormément de valeur et c'est probablement la raison pour laquelle Nancy Pelosi a accepté d'engager son parti et sa Chambre dans la procédure. Rappelez-vous quand même ces semaines extrêmement longues de procédures filmées, retransmises sur toutes les chaînes de télévision des États-Unis et évidemment traitées dans les principaux quotidiens américains, et qui finalement était une procédure extrêmement à charge de Donald Trump. Et on le comprend, dès lors que la Chambre des représentants est à majorité démocrate, il ne pouvait en être autrement. Rappelez-vous des discours des témoins qui, eux, comparaissaient devant la Chambre des représentants. Pour n'en citer qu'une, on parlera de l'ambassadrice Yovanovitch, qui avait eu des propos extrêmement durs à l'égard de l'administration Trump, et de cette diplomatie parallèle qui s'est organisée autour du président, semble-t-il, en tout cas si on en croit les propos des détracteurs du président. Oui. François Durper, il y a eu effectivement toute cette procédure à la Chambre des représentants. On a entendu un certain nombre de personnalités dans l'équipe de procureurs d'ailleurs retenus. Il y a notamment Adam Schiff. Son rôle sera minoré cette fois-ci ou quelle stratégie peut adopter l'accusation démocrate à l'occasion de cette procédure au Sénat? Très clairement, vous avez vu, Nancy Pelosi a mis en scène ces 7 procureurs, reflets de l'Amérique, en parité, avec 2 hispaniques, un afro-américain, enfin très différents en tout cas des procureurs des républicains à l'époque en 99, à l'époque de Clinton. Eux vont dire une chose. Nous ne cherchons pas évidemment un profil politique, c'était quelque chose de nécessaire. Nous défendons la Constitution des États-Unis. Ce qui a été fait est quelque chose d'extrêmement grave. Mais est-ce que finalement le temps des démocrates, il n'est pas derrière eux, il n'est pas du côté de la Chambre des représentants? Parce que ce qui est en train de se passer, vous avez vu aujourd'hui ce qu'a dit Donald Trump. Donald Trump, très clairement, il cherche un effet Clinton. L'effet Clinton, c'est quoi? C'est qu'après l'acquittement de Clinton, il y a eu un souffle de popularité pour Bill Clinton très important. Alors Bill Clinton n'avait pas à se représenter, c'était déjà fait. Mais Donald Trump, lui, il se dit, ça va être un formidable tremplin, et je vais faire comme Clinton. C'est-à-dire, vous vous souvenez Clinton, ce qu'il a fait pendant son procès en 99? Il était en voyage au Japon.
en Corée du Sud, en Israël, et ensuite, au moment de l'acquittement, il a appris ça en Jordanie. Bon, il était aux obsèques du roi Hussein. C'était en février 1999. Il remplissait son rôle de président. De son rôle de président. Et que fait Donald Trump? Donald Trump vient de publier son calendrier des prochains jours. Il dit voilà, moi je suis à Davos, j'ai rencontré les leaders du monde. L'économie, vous avez vu son discours, l'économie américaine est spectaculaire. Il a vendu les États-Unis aux hommes d'affaires de la planète et il dit bon, après une fois que j'aurai fini, je vais en Inde ensuite, fin février de toute façon. Je suis parti en Inde et puis je vais aller bientôt à Pékin. Il nous annonce qu'il va en Chine pour négocier la deuxième partie de son accord avec la Chine. Donc il se s'hyper présidentialise en montrant que lui il est au-dessus des tribulations. Tout ça c'est rien du tout. Vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est rien du tout, c'est de la chasse aux sorcières, c'est quelque chose, c'est un fake, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Alors cependant il y a quand même un coup qui a été bien joué par Nancy Pelosi, c'est d'avoir fait durer le plaisir en décembre. On s'attendait à ce que le procès arrive plus rapidement et ça a un peu construit dans l'opinion publique américaine une attente de procès juste. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire quels sont les effets de ce procès. Simplement, si le procès est assez rapide, on peut se dire qu'au 3 novembre 2020, il en restera peut-être pas grand-chose dans l'esprit des Américains. Gérald Olivier, quand on regarde les sondages, c'est vrai, on le voit, une majorité évidemment d'électeurs démocrates, mais aussi d'indépendants. D'abord, on dédoute sur le fait que Donald Trump a commis ce qui lui est reproché, doit être destitué. Certains le pensent, ils sont assez nombreux. Et surtout, beaucoup trouvent totalement légitime ce procès en destitution. Vous pensez que ça va durer, ça? En fait, ce qu'on regarde, ce qu'on observe, c'est la même chose depuis le début de la présidence Trump. C'est que les camps sont très marqués et que les positions, pour l'instant, ne bougent pas. Et c'est d'ailleurs ce qui m'invite à penser que la campagne électorale et l'élection de 2020... ça va être une élection de mobilisation, pas une élection de persuasion. Les gens savent déjà aujourd'hui pour qui ils vont voter. Ils connaissent pas le candidat démocrate, mais ils savent s'ils voteront démocrate ou s'ils voteront pour le président à nouveau. Donc je crois que les positions aujourd'hui aux États-Unis sont assez tranchées, et c'est pour ça qu'on observe la cote de popularité du président qui ne bouge pas, parce qu'en fait, il a un camp qui est très largement avec lui. Côté républicain, il a une cote de popularité qui est de 95%. Côté démocrate, elle est beaucoup plus bas. Il y a un certain nombre d'indécis. Les indécis. Ça fait 40% en gros en moyenne, sur l'ensemble du corps électoral. Il a commencé à chercher à les convaincre. Comme le dit François, il était à Davos aujourd'hui. Et à Davos, il était à montrer, moi je préside, moi je travaille, moi je fais tourner la machine américaine. Pendant ce temps-là, les démocrates, ils font rien et ils font ce petit théâtre à Washington. Bien sûr. Il y a un tout petit suspense quand même dans cette campagne électorale pour savoir quel Donald Trump on aura le temps d'en parler. Hein. Quel candidat en face ça dépend aussi, du candidat. Parce que si Donald Trump a un candidat très à gauche, en face de lui, oui. Il a plutôt intérêt à changer sa stratégie oui. et à se dire, je vais aller chercher quelques indépendants. Oui. Si je suis face à Bernie Sanders, je vais aller chercher les indépendants. Je suis le président. Et il y a quand même que depuis 1912, il y a 11 présidents qui ont été réélus. Ça serait dommage de se priver des habits du président. Si en revanche il a un Joe Biden, il va faire comme il a toujours fait, miser sur l'inscription sur les listes électorales et la mobilisation de son camp. La surmobilisation, on verra d'ailleurs si ce procès en destitution sert à mobiliser, et d'ailleurs lequel des deux camps, peut-être les deux, ce sera éventuellement la surprise. Merci à vous deux messieurs, on continue à vous suivre dans la prochaine demi-heure de Paris Direct, restez avec nous pour suivre cette procédure de destitution avec ce procès qui a démarré à Washington. Bonjour mesdames et messieurs, même les chiens. Moi, je sais ce qu'il va voir à la télé, mais je vous le dirai pas. Retrouvez la météo avec TZ.
Mesdames et messieurs,